Ma belle-fille a laissé ses 4 enfants avec moi et a disparu. 10 ans plus tard, elle m'a poursuivi en justice pour enlèvement. Si toi aussi tu crois que l'amour véritable se mesure aux gestes silencieux et aux sacrifices quotidiens, laisse un like à cette vidéo. Et dans les commentaires, raconte-moi, as-tu déjà dû prendre soin de quelqu'un que d'autres avaient abandonné? Ton histoire pourrait inspirer des milliers de personnes. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 76 ans, et voici l'histoire la plus difficile, la plus douloureuse et à la fois la plus belle que j'ai jamais eu à raconter. C'est l'histoire de comment l'amour peut se transformer en accusation légale, de comment le dévouement inconditionnel peut devenir un crime aux yeux de la justice formelle, et de comment, à la fin, la vérité émerge toujours à travers les voix de ceux qui comptent vraiment dans la vie. C'est aussi l'histoire de comment 4 personnes, un grand-père âgé et 4 enfants abandonnés, peuvent construire une famille plus solide et authentique que beaucoup de familles traditionnelles. C'est l'histoire de la différence entre être des parents biologiques et être des parents du cœur, entre mettre des enfants au monde et vraiment les élever, entre promettre l'amour et le vivre chaque jour pendant 10 années. Mais surtout, c'est l'histoire de comment le destin nous place parfois devant des choix qui changent à jamais le cours de notre existence, et de comment certains de ces choix, même s'ils sont difficiles et douloureux, peuvent s'avérer être les plus importants et significatifs de toute notre vie. Quand j'ai ouvert cette lourde porte en chêne sous la pluie battante de novembre il y a 10 ans, je ne savais pas que j'ouvrais la porte à une nouvelle vie, à une nouvelle famille, à une nouvelle version de moi-même dont je ne savais même pas qu'elle existait en moi. Je pensais simplement aider ma belle-fille et mes petits-enfants dans un moment de difficulté temporaire. En réalité, je commençais le chapitre le plus important et gratifiant de mon existence. Tout a commencé il y a 10 ans, par une froide journée de novembre ici à Lyon, qui semblait sortir d'un film dramatique. Je me souviens encore du moindre détail du bruit métallique de ses chaussures sur les marches mouillées de ma maison rue Mercière, dans le vieux Lyon, le quartier où j'avais élevé mon fils Antoine et où, après sa mort dans un accident de voiture sur l'autoroute A6 pendant une tempête similaire à celle de ce jour-là, j'avais continué à vivre seul avec les lourds souvenirs d'une famille qui n'était plus là. C'était le 18 novembre 2013, une date maintenant gravée dans ma mémoire comme un tatouage invisible. Je préparais le dîner dans la cuisine silencieuse, un coq au vin comme le faisait toujours ma femme Madeleine avant sa mort, quand j'entendis sonner désespérément à la porte d'entrée. À travers l'œilleton, je vis une silhouette féminine sous un parapluie complètement cassé, avec 4 petits-enfants qui s'accrochaient désespérément à ses jambes mouillées. Céline, ma belle-fille, arriva avec 2 valises en carton tenues par une corde usée et 4 enfants en pleurs, Lucas, 10 ans, les jumeaux Emma et Théo, tous 2 âgés de 7 ans, et la petite Léa, qui venait d'avoir 4 ans. Leurs petites mains étaient rouges et engourdies par le froid perçant de Lyon, leurs petits nez coulaient à cause du rhume, leurs petits yeux étaient gonflés de larmes et d'une peur profonde qui ne devrait jamais exister dans les yeux d'enfants. Lucas portait un blouson d'été sous une veste trop petite qu'il avait héritée d'un cousin. Emma et Théo portaient des manteaux d'hiver identiques qui leur arrivaient aux chevilles, et la petite Léa se blottissait dans un anorak rose qui semblait venir d'un magasin de seconde main. « Pierre, » me dit Céline d'une voix complètement brisée par les pleurs et le désespoir, tandis que l'eau froide lui dégoulinait des cheveux bruns qui collaient à son visage pâle, « j'ai besoin d'aide. Je n'y arrive plus. J'ai besoin de temps pour remettre les morceaux de ma vie ensemble. » Ses mains tremblaient incontrôlablement tandis qu'elle essayait d'essuyer le nez de Léa avec un mouchoir en papier complètement trempé. Je regardais ses yeux vides et sans espoir, si différents de la fille vive, souriante et pleine de projets que mon fils avait épousée 8 ans auparavant dans une cérémonie simple mais joyeuse à l'église Saint-Nizier. La douleur dévastatrice de la perte d'Antoine l'avait transformée en une femme que je ne reconnaissais plus, mince comme un oiseau blessé, pâle comme un fantôme, avec des cernes profondes et violettes de quelqu'un qui ne dort plus depuis des mois et ne peut plus trouver la paix. Je ne posais aucune question indiscrète ou moralisatrice. Ma femme Madeleine, morte 3 ans auparavant d'un cancer qui l'avait emportée en 6 mois de souffrance, aurait fait exactement le même geste d'accueil si elle avait encore été vivante. Je me souviens encore de ces paroles qui me guidaient toujours dans les situations difficiles. « Pierre, une porte ouverte vaut mieux que 1000 mots aimables. » J'ouvris la porte sans la moindre hésitation, pris les valises qui ne pesaient presque rien, manifestement Céline n'avait apporté que l'essentiel pour une fuite improvisée, et les accueillis dans la maison de 3 étages qui était devenue trop silencieuse, trop grande, trop pleine de souvenirs douloureux après la mort d'Antoine.
La maison rue Mercière avait été notre nid familial pendant 40 ans de mariage heureux. Madeleine et moi l'avions acheté quand nous étions jeunes et pleins de rêves, avec un crédit bancaire qui semblait impossible à rembourser avec mon salaire de mécanicien, quand Antoine avait juste 3 ans et courait dans les pièces vides en imaginant comment nous allions les meubler. Chaque pierre, chaque carreau, chaque fenêtre, chaque coin racontait l'histoire de notre famille à travers les décennies. La marque sur le mur du salon où Antoine avait appris à faire du vélo dans la maison pendant un après-midi pluvieux, malgré mes réprimandes. La tache indélébile de café sur le parquet de la cuisine que Madeleine n'avait jamais réussi à enlever complètement, malgré tous les détergents du monde. La balustrade du balcon que j'avais réparée au moins 10 fois parce qu'Antoine adolescent s'y appuyait trop fort quand il téléphonait avec ses petites amies. C'est juste pour quelques jours, avait promis Céline, tandis qu'elle essuyait les larmes des enfants avec les manches de sa veste mouillée, juste le temps que je trouve un travail stable, que je règle les questions administratives. Je ne veux pas te peser, Pierre. Je sais que tu as déjà assez souffert à cause de la perte d'Antoine. Je regardais ces 4 petits visages gonflés de pleurs et de peur, et je vis immédiatement Antoine à leur âge. Les mêmes yeux sombres et profonds, la même petite bouche sérieuse, la même façon instinctive de s'accrocher à ce qui semblait sûr et protecteur. Vous n'êtes pas un poids, répondis-je avec conviction absolue. Vous êtes de la famille. Et la famille n'est jamais un poids, c'est une bénédiction. Le lendemain, Céline sortit très tôt de la maison pour ce qu'elle appelait un entretien d'embauche dans une société de nettoyage qui avait son siège cours Lafayette. C'était tôt le matin, vers 7 heures, et novembre à Lyon signifiait encore l'obscurité totale, un brouillard épais qui rendait tout irréel et menaçant. Lucas, Emma, Théo et Léa dormaient encore dans leurs petits lits improvisés dans le salon. J'avais soigneusement assemblé 2 petits matelas trouvés au grenier, des couvertures qui sentaient encore l'assouplissant délicat de Madeleine, des oreillers qui avaient été les nôtres du temps où nous étions jeunes mariés. Je reviens ce soir, Pierre, me dit-elle en s'enroulant nerveusement une écharpe usée autour du cou maigre. L'entretien est à 9 heures, mais après je dois aussi faire d'autres rendez-vous importants pour régler la situation. Merci pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas comment te remercier. Elle se pencha délicatement pour donner un baiser sur le front aux enfants endormis, et pendant un moment je vis briller des larmes sincères dans ses yeux fatigués. Dis-leur que maman revient bientôt, s'ils se réveillent et me cherchent. Ce furent ses dernières paroles adressées à moi. Ce furent aussi les derniers mensonges que je l'entendis raconter avec ses lèvres. Ce soir n'arriva jamais. Et avec le recul, je compris qu'elle savait peut-être déjà parfaitement ce matin-là qu'elle ne reviendrait jamais. Les premiers jours, je pensais que c'était normal, même, je me donnais du courage en pensant avec optimisme que peut-être les choses allaient mieux que nous l'espérions tous. Peut-être avait-elle trouvé du travail plus vite que prévu, peut-être avait-elle besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle réalité professionnelle, peut-être réglait-elle des questions administratives compliquées qui nécessitaient des jours de bureau et de documents. Quand les enfants demandaient maman avec une insistance croissante et des yeux pleins d'espoir, je répondais qu'elle reviendrait bientôt, qu'elle devait juste régler des choses très importantes pour votre avenir ensemble. Mais les jours devinrent des semaines interminables, et les semaines se transformèrent en mois de silence absolu, et mes réponses devinrent de plus en plus vagues, de plus en plus difficiles à prononcer sans me sentir menteur. Lucas commença à poser des questions plus spécifiques et pressantes. Grand-père, où travaille exactement maman? Dans quel bureau? Quel numéro de téléphone a-t-elle? Pourquoi ne nous appelle-t-elle jamais, même le soir avant de dormir? Emma et Théo, plus petits mais tout aussi intelligents et sensibles, cessèrent progressivement de la chercher dans les coins de la maison, de courir à la fenêtre chaque fois qu'ils entendaient des pas dans l'escalier, de garder la moitié de leur biscuit du goûter pour elle. Pendant ces premiers mois chaotiques et émotionnellement dévastateurs, je dus transformer complètement ma vie quotidienne et chaque coin de la maison pour les accueillir du mieux possible. Mon bureau au 2e étage, où je gardais jalousement les livres de mécanique accumulés en 40 ans de travail et les outils du métier que j'utilisais encore occasionnellement pour de petites réparations pour les amis du quartier, devint la chambre de Lucas. J'achetai un lit simple en bois clair chez IKEA, le premier meuble neuf que j'avais acheté depuis la mort de Madeleine, et le montai avec mes mains arthritiques qui tremblaient plus d'émotion que de vieillesse. Le salon se remplit progressivement de jouets colorés, de livres pour enfants empruntés à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu,
de crayons de couleur et de papier à dessin que j'achetais chaque semaine au marché des Halles de Lyon. Je dus apprendre de zéro à cuisiner des plats qui plairaient aux enfants, plus la choucroute spartiate que je préparais pour moi-même, mais aussi des pâtes à la sauce tomate avec le basilic frais que je cultivais dans les pots du balcon, des escalopes panées croustillantes que je faisais en suivant la recette écrite à la main que Madeleine avait apprise de sa mère, de la purée de pommes de terre crémeuse qu'Emma baptisa affectueusement « le nuage de grand-père ». Mes journées, auparavant rythmées par la routine tranquille et prévisible du retraité, café fort au Café des Fédérations à 9 h avec Marcel, Henri et Claude, les amis de toujours qui se retrouvaient tous les jours pour commenter les nouvelles et se plaindre de la politique. Le journal lut tranquillement sous les arcades de la place Bellecour. La promenade au marché à 11 h pour acheter ce qu'il fallait pour le déjeuner se transformèrent en une course continue et frénétique. Entre l'école maternelle, le pédiatre, le supermarché, la pharmacie, les magasins de jouets. Je dus apprendre à déchiffrer avec précision scientifique les différents types de pleurs des jumeaux, car à 7 ans ils n'avaient pas encore développé complètement le langage articulé et communiquaient principalement par des pleurs que je devais interpréter comme un détective expert, les pleurs aigus et désespérés de la faim qui nécessitaient une intervention immédiate, ceux plaintifs et monotones de fatigue qui se résolvaient avec une berceuse chantée de ma voix fausse, ceux dramatiques et inconsolables du mal de ventre qui me mettait en panique totale et me faisait appeler le pédiatre même au cœur de la nuit, ceux plus subtils et déchirants quand ils avaient simplement besoin d'être embrassés et rassurés qu'ils n'étaient pas seuls au monde. Je dus apprendre à gérer avec une patience infinie les colères de Lucas, qui à 10 ans testait continuellement les limites de patience de son nouveau soignant, cherchant désespérément à comprendre jusqu'où il pouvait aller, si ce nouvel adulte de référence resterait près de lui ou si lui aussi, comme maman, disparaîtrait d'un moment à l'autre sans explication. Un soir particulièrement difficile, tandis que je cherchais à le convaincre de manger la soupe de légumes qu'il avait rejetée avec indignation dramatique, il me regarda droit dans les yeux avec une intensité qui me frappa comme un éclair et me dit d'une voix tremblante, « Tu n'es pas mon papa. Mon papa est mort et est devenu une étoile, et tu ne peux pas dire ce que je dois faire. » C'était un défi désespéré, mais aussi une demande cachée de réassurance, une façon de tester si moi aussi, comme tous les autres adultes importants de sa jeune vie, je l'abandonnerais face aux premières difficultés. Je lui répondis avec la même honnêteté brutale et nécessaire qui caractériserait notre relation spéciale toutes les années suivantes, « Tu as parfaitement raison, Lucas. Je ne suis pas ton papa, et je n'ai pas la moindre intention de le remplacer. Ton papa était un homme merveilleux qui t'aimait plus que sa propre vie. Je suis ton grand-père, et je t'aime d'une façon différente mais non moins importante. Et je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive, quelle que soit la colère que tu fasses. » J'appelai le portable de Céline des centaines de fois durant les 6 premiers mois, obsessionnellement, compulsivement, espérant chaque fois entendre sa voix familière, pouvoir dire « Céline, les enfants vont bien mais ils ont besoin de toi. » Emma a appris à lire, Théo sait écrire son nom, Lucas a appris à faire du vélo, Léa dit ses premiers mots complets. Où es-tu? Au début, le téléphone sonnait simplement dans le vide, laissant résonner dans le silence cosmique qui semblait engloutir tous mes espoirs. Puis il commença à donner toujours occupé, comme si le numéro était constamment en usage. Finalement, après environ 8 mois de tentatives, il fut définitivement coupé, et une voix métallique enregistrée m'informait que « le numéro que vous demandez n'est pas attribuable ». Je me rendis personnellement à sa dernière adresse connue, le petit appartement au 2e étage dans le quartier de la Guillotière, dans un immeuble des années 70 avec le crépi jaune écaillé par la pluie, les volets verts cassés qui pendaient de travers, une cage d'escalier qui sentait l'humidité, la fumée de cigarettes et les ordures non ramassées depuis des jours. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années avec l'accent marseillais marqué et les mains jaunies par la nicotine, s'appelait Bernard Castillon et gérait une quinzaine de petits appartements dans le secteur qu'il louait principalement à des étudiants universitaires et de jeunes couples en difficulté économique. « Ah, Madame Céline !» s'exclama-t-il quand je lui expliquai qui j'étais et ce que je cherchais désespérément. Elle semblait une fille bien quand elle est arrivée ici avec ses 4 petits-enfants. Toujours polie, toujours ponctuelle avec le loyer les premiers mois. Mais elle était devenue bizarre ces derniers temps, vous savez. Elle pleurait souvent, je l'entendais du palier quand je montais les escaliers. Elle parlait toute seule à voix haute, parfois elle criait. Une nuit je l'ai entendue crier au téléphone pendant des heures, mais je n'ai jamais compris avec qui elle parlait ou se disputait.
L'appartement que Céline avait abandonné était un studio de 30 mètres carrés maximum, avec une kitchenette ouverte constituée de 2 plaques électriques, un petit réfrigérateur qui ronronnait continuellement et un évier ébréché. La salle de bain était si petite qu'il fallait pratiquement sortir pour se retourner. Par terre il y avait encore éparpillé des jouets de Lucas, Emma, Théo et Léa, des petites voitures, une poupée aux cheveux mal coupés, des Legos colorés. Sur la table de la cuisine il y avait encore des assiettes sales avec des restes de nourriture séchée, des tasses avec du café moisi au fond qui dégageait une odeur nauséabonde. Dans le réfrigérateur, des pots de compote pour Léa périmés depuis des mois, du lait aigre, des restes de légumes pourris qui puaient terriblement. Dans l'armoire à 2 battants, des vêtements de Céline, t-shirts, jeans déchirés, une robe noire qui avait dû être élégante, mélangée désordonnément à des vêtements d'enfant, de petits t-shirts, des chaussettes dépareillées. Sur la table de nuit à côté du lit double qui occupait presque la moitié de l'espace disponible, il y avait une photo d'Antoine en uniforme militaire, celle du service militaire qu'il avait fait à Valence, avec le sourire jeune et insouciant de quelqu'un qui a 20 ans et pense naïvement avoir toute la vie devant lui. À côté de la photo, une lettre de la mairie qui intimait le paiement de factures en suspens, électricité, gaz, ramassage des ordures, pour un total de 300 €. Elle est partie la nuit comme une voleuse, me raconta Bernard tandis que nous ramassions les quelques affaires qui pouvaient encore servir aux enfants. J'ai entendu le bruit de valises lourdes traîner dans les escaliers vers 3 heures du matin. Le lendemain j'ai trouvé les clés dans la boîte aux lettres et ce petit mot. Il me montra un papier écrit au stylo bille d'une écriture nerveuse et tremblante. « Bernard, je n'arrive plus à payer le loyer. Prenez ce qu'il y a dans l'appartement pour le dernier mois. Excusez-moi pour tout. Céline. » Après 3 mois sans nouvelles de Céline, je me trouvais face au choix le plus important et difficile de ma vie, emmener les enfants aux services sociaux de la mairie, où ils auraient probablement été séparés et confiés à des familles différentes qui ne les connaissaient pas, ou m'occuper d'eux moi-même, un homme de presque 70 ans qui n'avait jamais changé une couche de sa vie et qui avait élevé un seul enfant 30 ans auparavant. Je regardais Lucas qui luttait courageusement pour lasser ses chaussures tout seul, avec ses petites mains qui bougeaient maladroitement sur les lacets, la langue sortie de concentration absolue. Je regardais Emma et Théo qui avaient appris à dire « Grand-père Pierre » avant de pouvoir prononcer clairement « Maman » et qui chaque soir m'attendaient assis sur le canapé pour le conte du soir que j'inventais toujours différent mais avec les mêmes protagonistes rassurants, un bon ours, un lapin courageux et un grand-père sage qui les protégeait de tous les dangers de la forêt. Je regardais la petite Léa qui avait commencé à marcher en se tenant à mon doigt ridé et calleux, et qui riait de ce rire cristallin qui remplissait les vides de la maison. La décision se prit d'elle-même, instantanément, sans hésitation, sans calculs économiques ou considérations pratiques. Le cœur avait déjà choisi avant que le cerveau puisse analyser toutes les énormes difficultés qui nous attendaient. Ce ne fut pas facile, surtout dans les premières semaines quand tout devait être improvisé jour après jour, quand chaque matin apportait de nouveaux défis pour lesquels je n'étais pas préparé et pour lesquels il n'existait pas de mode d'emploi. J'avais 70 ans à l'époque, retraité depuis 8 ans d'une vie de travail très dur comme mécanicien dans le garage familial que mon père Adrien avait ouvert péniblement en 1952, juste après la guerre, et que j'avais continué avec fierté et dévouement absolu jusqu'à la retraite forcée quand l'arthrite au mains m'avait obligé à arrêter de travailler. Pendant le premier hiver ensemble, tous les 4 enfants tombèrent malades simultanément d'une mauvaise grippe saisonnière. Emma et Théo développèrent une bronchite qui les tenait éveillés la nuit avec une toux sèche et douloureuse qui secouait leur petit corps maigre. Lucas eut de la fièvre élevée pendant une semaine entière, avec des températures qui dépassaient constamment 39 degrés et le faisaient délirer dans son sommeil, appelant confusément papa et maman dans un mélange angoissant de réalité et de cauchemar. La petite Léa eut une otite qui la faisait pleurer inconsolablement et m'obligeait à la porter dans mes bras toute la nuit. Pendant 2 semaines je ne fermais pas l'œil, me déplaçant continuellement entre leurs chambres comme une infirmière experte, contrôlant la température toutes les heures, donnant sirop et antibiotiques aux heures prescrites par le pédiatre, changeant des draps trempés de sueur, préparant des bouillons légers et des tisanes qu'il refusait souvent de boire. Ce fut la période la plus difficile et effrayante des premiers mois, quand je pensais vraiment que je n'y arriverais pas, d'être trop âgé et inadéquat pour gérer une responsabilité si énorme. Les années qui suivirent furent une succession continue de petites conquêtes quotidiennes,
d'étapes apparemment insignifiantes mais qui représentaient pour nous des victoires énormes et significatives. Chaque « grand-père » prononcé avec une clarté croissante, chaque nuit passée sans cauchemar, chaque sourire spontané était une confirmation précieuse que nous parcourions le bon chemin, que l'amour et la patience guérissaient lentement les blessures profondes que le destin cruel avait infligées à ces 4 petits cœurs innocents. Lucas commença l'école primaire à l'école Édouard Herriot en janvier, 4 mois après l'arrivée de Céline et sa mystérieuse disparition. Je me souviens encore du moindre détail de ce premier matin qui marqua le début de sa vie sociale hors des murs protecteurs de notre maison. Il me regardait avec ses petits yeux sombres et profonds identiques à ceux de son père Antoine, brillants de larmes difficilement retenues, et me dit avec le sérieux d'un adulte qui me brisa le cœur, « Grand-père, tu viens me chercher à 4 heures précises, hein? Tu ne me laisses pas là comme maman l'a fait. » La question me frappa comme un coup violent dans l'estomac, mais je réussis à garder le calme apparent et à répondre avec la sécurité inébranlable qu'il avait désespérément besoin d'entendre, « Lucas, je serai là à 4h moins 5. Chaque jour. Même s'il pleut à verse, même s'il neige et que les rues sont verglacées, même si je suis malade. Jusqu'à ce que tu décides que tu es assez grand pour rentrer tout seul à la maison. » Je tins cette promesse solennelle religieusement toutes les années de primaire, sans jamais manquer une seule fois. Chaque matin à 8h moins 20 je l'accompagnais à l'école, marchant main dans la main dans les rues de Lyon qui devenaient progressivement familières pour lui aussi. Chaque après-midi à 4h moins 5 j'étais là devant la grille à l'attendre patiemment, même quand l'arthrite me faisait mal aux jambes, même quand le brouillard épais rendait les rues glissantes et dangereuses pour un homme de mon âge, même quand je me sentais fatigué et aurais préféré rester à la maison au chaud. Emma et Théo développèrent une véritable passion pour le dessin et les activités manuelles avec un dévouement artistique et un talent naturel qui m'émouvait profondément chaque jour. Leur cahier d'école était plein de dessins toujours plus élaborés et détaillés, plus les bonshommes bâtons habituels typiques des petits-enfants, mais de vraies scènes de vie familiale riches en détails. Il y avait toujours eux, le frère et un petit bonhomme avec des cheveux blancs, des lunettes et un grand sourire qui me représentaient. Il n'y avait jamais de figure maternelle dans leurs dessins, et quand les institutrices de l'école primaire me le faisaient remarquer avec inquiétude pendant les entretiens trimestriels, Emma et Théo répondaient toujours avec un naturel désarmant, « Notre famille c'est nous, Lucas et grand-père Pierre. C'est la plus belle famille du monde, et il ne nous manque rien. » La petite Léa grandit comme une fleur au soleil dans notre maison pleine d'amour. Elle dit ses premiers mots complets au marché des Halles de Lyon, où nous allions religieusement chaque samedi matin à 9h pour acheter des légumes frais, des fromages affinés, la viande que j'achetais toujours chez le boucher du pont qui connaissait notre famille depuis plus de 20 ans et qui acceptait toujours de préparer aussi le poisson bien qu'il ne soit pas dans sa compétence spécifique. « Grand-père, je veux pommes rouges, dit-elle un samedi matin d'avril, quand l'air commençait à se réchauffer et que les étals se remplissaient des premiers fruits printaniers, en indiquant de son petit doigt potelé et décidé l'étal de fruits de M. Ahmed, un commerçant marocain qui s'était installé à Lyon depuis 20 ans et qui parlait le lyonnais mieux que beaucoup de Lyonnais de 3e génération. Les commerçants ambulants du marché l'adoraient depuis le premier jour. Ahmed lui offrait toujours la pomme la plus brillante et colorée de son étal, la choisissant personnellement et la polissant avec un chiffon propre avant de la lui donner. Madame Françoise de l'étal des légumes lui donnait toujours des carottes baby parfaites à croquer, lavées et épluchées exprès pour elle. Le poissonnier Ginot, un Napolitain transféré au nord quand il était jeune, lui montrait les poissons les plus colorés et particuliers, et elle riait aux éclats quand il imitait le mouvement des anguilles ou quand il lui racontait des petites histoires inventées sur les poissons de mer. Ce rire cristallin et contagieux de Léa devint la bande sonore de nos matinées au marché, et réussissait à combler les vides que l'absence de Céline avait laissés dans notre maison et dans mon cœur. Pendant le 2e hiver ensemble, je commençais à me rendre compte que ce qui avait commencé comme une aide temporaire à une belle-fille en difficulté se transformait en quelque chose de complètement différent et beaucoup plus profond. Nous n'attendions plus que Céline revienne, nous construisions une nouvelle famille, différente de celle que nous avions imaginée, mais non moins vraie et significative. Les enfants avaient cessé de poser des questions quotidiennes sur quand maman reviendrait. Lucas avait commencé à me présenter à ses petits camarades de l'école comme « mon grand-père qui me sert de papa », et Emma, Théo et Léa appelaient notre maison simplement « la maison », sans plus cette nostalgie qui transparaissait au début dans leurs yeux quand ils regardaient les photos de Céline. Ce fut pendant cette période que je réalisai une vérité qui m'accompagne encore aujourd'hui.
la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est par hasard biologique, mais souvent celle qu'on choisit de construire avec amour, patience et dévouement quotidien. Les liens du cœur peuvent être plus forts que ceux du sang, surtout quand ils sont nourris chaque jour par des gestes concrets, une présence constante et un amour inconditionnel. Quand Lucas eut 12 ans, j'organisai une fête inoubliable dans le jardin derrière la maison qui était devenue notre royaume privé. J'invitai tous ses camarades de classe, 15 enfants déchaînés qui transformèrent le jardin en un champ de bataille de rires aigus, de cris de joie, de ballons colorés qui volaient partout et de farces innocentes. Je préparai personnellement un gâteau au chocolat qui était venu esthétiquement de travers, un peu brûlé sur les bords, un peu cru au centre, mais qu'il déclara solennellement le meilleur gâteau de l'univers, mieux que ceux de la pâtisserie. Ce soir mémorable, tandis que nous ramassions ensemble les ballons éclatés et les assiettes en carton coloré éparpillées dans tout le jardin, il me posa la question directe que je redoutais et attendais depuis des années, « Grand-père, est-ce que maman reviendra jamais? » Vraiment, vraiment, sans mensonge. La question me frappa comme toujours ces conversations difficiles, mais je lui répondis avec la même honnêteté brutale et nécessaire qui avait toujours caractérisé notre relation spéciale, « Je ne sais pas, Lucas. J'aimerais pouvoir le savoir avec certitude, mais je ne sais pas. Mais moi je serai toujours là. Toujours, toujours, tu comprends? Jusqu'à mon dernier jour, tant que j'aurai un souffle dans le corps. Tu le promets devant Dieu, me demanda-t-il en me regardant droit dans les yeux avec cette intensité qu'il avait héritée d'Antoine. Je le promets devant Dieu et devant la mémoire de ton père, répondis-je, et je sentis que c'était la promesse la plus importante et sacrée que j'ai jamais faite de ma vie. C'était un matin de mars de l'année dernière quand ma vie tranquille fut bouleversée à jamais. Lucas fréquentait la 2e année du lycée Claude Bernard où il se distinguait brillamment en mathématiques et physique. Emma et Théo fréquentaient la 1re année du collège où ils venaient de gagner un concours artistique régional sur le thème « Ma famille », et Léa fréquentait la dernière année de maternelle où elle était devenue la petite chouchoute de toutes les maîtresses. Je préparais le café dans la cafetière que j'utilisais depuis 30 ans. La même avec laquelle Madeleine préparait le café chaque matin avant d'aller travailler à l'usine, quand j'entendis la boîte aux lettres grincer sous le poids du courrier matinal. Le facteur, M. Dubois, je le connaissais personnellement depuis 20 ans. Normalement il me saluait cordialement à travers la fenêtre du salon, mais ce matin-là je n'entendis pas son habituel « Bonjour, M. Dubois ». Entre les factures habituelles EDF et Orange, la publicité colorée du supermarché Carrefour et une carte postale publicitaire de la pizzeria en bas de chez nous, il y avait une lettre officielle du tribunal de grande instance de Lyon. Le logo austère de la République française me semblait menaçant et prémonitoire dans cette matinée qui avait commencé comme toutes les autres. Citation à comparaître pour procédure civile, lus-je à voix haute dans la cuisine soudain silencieuse, avec les lunettes de lecture qui me glissaient continuellement sur le nez en sueur. Mes mains, ridées et calleuses d'une vie de travail manuel au garage, tremblaient incontrôlablement tandis que je cherchais à déchiffrer le langage juridique compliqué. Madame Céline Dubois, représentée par Maître Philippe Martineau du barreau de Paris, demande la restitution immédiate des enfants mineurs Lucas, Emma, Théo et Léa Dubois, actuellement retenus illégalement au domicile de M. Pierre Dubois rue Mercière 15, Lyon. Retenus illégalement. Les mots résonnaient dans ma tête comme des cloches fausses dans une cathédrale vide. Enlèvement d'enfants. Soustraction de mineurs. Moi, Pierre Dubois, ouvrier retraité, citoyen honnête qui n'avait jamais eu même une amende pour stationnement interdit, accusé de crimes terribles que je n'arrivais même pas à prononcer sans me sentir sale. La semaine qui suivit fut un véritable enfer bureaucratique et émotionnel. Céline, à travers son avocat parisien spécialisé en droit de la famille, avait présenté une version des faits complètement tordue et cousue avec art pour la présenter comme une victime innocente et moi comme un manipulateur sans scrupules. Elle prétendait avoir eu un effondrement nerveux dévastateur après la mort soudaine de son mari, d'avoir été contrainte de s'éloigner temporairement pour suivre un parcours de soins psychiatriques spécialisés dans une clinique suisse renommée. Selon leur reconstruction fantaisiste, pendant ces années difficiles elle avait tenté répétitivement de reprendre contact avec sa famille d'origine, mais j'avais systématiquement repoussé et éloigné, lui niant tout accès à ses enfants légitimes, les manipulant psychologiquement contre elle et leur racontant des versions déformées de la réalité pour justifier son absence. Mon client, disait l'avocat avec une voix mielleuse et des gestes théâtraux,
a une documentation médicale détaillée qui prouve son long parcours de guérison psychologique. Elle a fréquenté des thérapies spécialisées. Elle a suivi un programme de réhabilitation émotionnelle supervisé par des professionnels qualifiés. Maintenant, elle a un travail stable et bien rémunéré comme employée administrative senior dans une multinationale de Paris, un appartement 3 pièces confortable et adéquat dans le 15e arrondissement, une situation économique solide, et elle est enfin prête à reprendre avec pleine conscience et maturité son rôle sacro-saint de mère. Paris. Pendant 10 ans, elle avait été à Paris, à moins de 500 km de Lyon. 5 heures de train. 5 heures d'autoroute. 5 heures qui la séparaient de ses enfants, et qu'elle n'avait jamais parcouru même une fois. Mais la preuve la plus dévastatrice et irréfutable pour les prétentions légales de Céline arriva d'une source complètement inattendue. Madame Colette Moreau, notre voisine de 84 ans qui habitait dans l'appartement à côté du nôtre, vint me voir un soir tandis que j'aidais Emma avec ses devoirs de mathématiques du primaire. « Pierre, me dit-elle en s'asseyant à la table de la cuisine où elle avait bu des milliers de tasses de café pendant toutes ces années, j'ai entendu parler de la situation avec Céline et du procès. Tu dois savoir que j'ai tout enregistré, tout documenté. » « Enregistré? Que veux-tu dire exactement, Colette? » Mon fils Martin m'a offert une de ces sonnettes intelligentes il y a 2 ans, tu sais celle nouvelle qui enregistre tout ce qui se passe devant la porte d'entrée? La caméra cadre parfaitement aussi votre porte. J'ai 10 années complètes d'enregistrement qui montrent toi qui accompagne les enfants à l'école chaque matin, qui rentre avec les sacs de course, qui les emmène chez le docteur. Il n'y a pas une seule image de Céline pendant toutes ces années. Mais surtout, il y avait les enregistrements audio du jour où Céline était partie. Sa voix qui disait clairement, « C'est juste pour quelques jours, Pierre. Je reviens ce soir. » Le jour de l'audience arriva comme une tempête annoncée. Le tribunal de grande instance de Lyon, ce palais imposant qu'est Romain Rolland, m'accueillit avec ses couloirs froids et son atmosphère solennelle. Les marches de marbre me semblaient infinies tandis que je montais péniblement avec l'avocat maître Durand qui cherchait à me rassurer avec des lieux communs. J'entrai dans la salle numéro 12 avec des jambes tremblantes. Céline était assise à la table de l'accusation avec un avocat élégant en costume bleu marine. Après 10 ans, je la reconnaissais à peine, amaigrie, elle semblait plus jeune, soignée. Elle avait l'apparence d'une personne qui avait eu le temps et les ressources pour se reconstruire une vie. Le moment crucial arriva quand le juge demanda de parler en privé avec Lucas, Emma, Théo et Léa. Les mineurs sont assez âgés pour exprimer leur volonté, dit-il. Je souhaite les entendre séparément. J'attendis dans le couloir pendant ce qui me sembla des heures. Quand ils sortirent du bureau du juge, tous les 4 m'embrassèrent fort. « Nous avons dit la vérité, grand-père, » chuchota Lucas. Le juge entra et commença à lire le jugement, attendu que les mineurs ont été laissés aux soins du grand-père paternel il y a 10 ans. Considérant que les mineurs ont exprimé clairement la volonté de rester avec le grand-père. Céline se leva d'un bond. « Ce n'est pas possible. Ce sont mes enfants. » Madame Dubois, dit le juge avec sévérité, vos enfants ont grandi pendant 10 ans sans vous. Monsieur Dubois n'a commis aucun enlèvement, il a comblé le vide que vous avez laissé. Le jugement établit que la tutelle restait au grand-père paternel. Le tribunal reconnaît que l'amour démontré par Monsieur Dubois constitue l'intérêt supérieur des mineurs. On ne peut pas accuser d'enlèvement celui qui a ramassé ce que d'autres ont abandonné. Quand je sortis du tribunal, Lucas, Emma, Théo et Léa m'attendaient. « Alors, grand-père » demanda Lucas. « Nous restons ensemble » répondis-je en les embrassant. Céline sortit quelques minutes après. Elle s'arrêta pour nous regarder. « Bonjour maman » dit Lucas poliment. « Je ne vous demande pas de me pardonner » dit Céline en pleurant. « J'ai tout raté. »« Nous le savons » répondit Emma avec maturité. « Mais maintenant nous avons grand-père. Peut-être qu'un jour nous pourrons être amis. » Dans les mois suivants, Céline tenta quelques approches discrètes. Elle venait parfois à l'école, s'arrêtait devant notre maison. Les enfants la saluaient poliment, mais rentraient toujours à la maison avec moi. 1 an après, elle déménagea définitivement à Paris. Elle envoie des cartes postales pour les anniversaires, parfois elle appelle. C'est une relation cordiale mais distante.
Lucas a maintenant 19 ans et étudie l'ingénierie aérospatiale comme voulait le faire son père. Emma et Théo ont 16 ans et fréquentent le lycée artistique. Léa a 13 ans et joue du piano que nous avons acheté d'occasion. Quand les gens me demandent si je suis en colère contre Céline, je réponds non. Je ne peux pas être en colère contre quelqu'un qui m'a fait le plus grand cadeau, la possibilité d'être de nouveau père. À 76 ans, ma maison résonne de nouveau de voix jeunes, de discussions sur les devoirs, de musique. Ma retraite, je l'investis dans l'avenir de 4 jeunes extraordinaires. Parfois, quand je suis seul le matin dans la cuisine, je regarde les photos d'Antoine et lui dis « Tes enfants vont bien. » Je suis fier d'eux. La justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois elle vient des gestes quotidiens, de l'amour qu'on choisit de donner. Mes petits-enfants n'ont jamais été enlevés. Ils ont été aimés par quelqu'un qui a choisi de rester. Aujourd'hui, tandis que j'écris, Lucas étudie la physique, Emma et Théo peignent, Léa joue du Chopin. Bientôt nous irons au marché comme chaque samedi. Je ne sais pas ce que réserve l'avenir, mais nous affronterons tout ensemble. Et si je pouvais retourner en arrière, je referais chaque choix. Parce que l'amour vrai est la seule chose qui rend la vie digne d'être vécue. Ceci est l'histoire d'un homme accusé d'enlèvement pour avoir aimé. D'un grand-père qui a ramassé ce que d'autres avaient abandonné. C'est l'histoire d'une famille qui s'est construite avec l'amour, pas avec le sang. Parce que le vrai enlèvement, c'est quand quelqu'un prend ton cœur avec l'amour, et tu ne veux plus jamais qu'il te le rende. Si cette histoire t'a ému, si toi aussi tu crois que l'amour véritable se construit jour après jour, non pas avec des mots mais avec la présence, laisse un like et partage cette vidéo. Dans les commentaires, raconte-moi, qui a été la personne qui est restée quand tous les autres sont partis? Des histoires d'amour authentiques pourraient inspirer des milliers de cœurs. Pour écouter la prochaine histoire, clique sur le carré à gauche.